Le Papetier de France vous présente son podcast « La distribution passe au vert ». Retrouvez tous les épisodes sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre hôte pour ce nouvel épisode de notre série « La distribution passe au vert ». Cette émission s'intéresse à l'influence de l'article 58 de la loi AGEC sur les achats publics. Comment appréhender ces marchés, comment adapter son offre aux nouvelles exigences environnementales, comment travailler avec les fournisseurs pour atteindre les bons objectifs. Autant de questions que nous allons aborder avec nos deux invités. Ghislaine Demette, administratrice de l'Observatoire des achats responsables et chargée de mission des achats responsables du ministère des Armées. Bonjour Marie-Caroline. Et Simon Tancré, directeur expérience client et digital chez l'IRECO France. Bonjour, merci de m'accueillir. Ghislaine Demette, en tant que professionnelle des achats publics, pouvez-vous déjà nous expliquer en quoi la commande publique est différente des achats du secteur privé ? Alors la commande publique, déjà, elle doit respecter le code de la commande publique. Donc c'est une réglementation qui est assez exigeante pour les acheteurs, qui ne leur permet pas de faire tout ce qu'ils souhaitent faire comme dans le secteur privé. Donc on a déjà les 3 grands principes de la commande publique que la majorité des gens connaissent. Donc liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures. Ensuite, on a tout un panel de procédures que l'on peut choisir en fonction des montants, en fonction de la spécificité des achats, des règles également de sécurité. Donc, en fonction de tout ça, on est obligé de faire certains marchés et respecter certaines procédures. Donc, beaucoup plus de contraintes que les achats du privé. Là-dedans, la direction des achats de l'État a un certain rôle. Tout à fait. Donc nous, en plus, nous mettons en œuvre tout ce qui est politique publique. Et là-dessus, nous sommes guidés par la direction des achats de l'État qui élabore la politique achat pour l'État. Et nous, en tant que ministère, nous la déclinons au sein du ministère des Armées. Et nous portons les différentes politiques publiques en matière d'innovation, d'accession des PME à la commande publique, en matière d'achat responsable. C'est aussi pour ça que je suis présente aujourd'hui. Justement. Voilà, donc un panel assez important de politique publique et c'est vrai que pour les acheteurs publics, c'est assez lourd. Alors ce cadre assez contraint a été enrichi de facteurs environnementaux avec la parution en janvier 2021 du décret d'application de l'article 58 de la loi AGEC. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce texte ? Alors, l'article 58 de la loi AGEC, il impose une nouvelle réglementation et une nouvelle obligation pour les acheteurs publics. Ces derniers doivent acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou encore intégrant des matières recyclées dans leurs achats. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent intégrer une certaine proportion d'achats, de biens issus du réemploi. Ça peut aller de 20 à 40% et ça concerne 17 familles de produits, dont notamment, effectivement, le papier. En effet, donc, moi j'avais noté l'article 58 concerne pour les familles de produits de l'univers du bureau. Nous avons le papier bureautique et la papeterie. Dans ces cas-là, 40% des références achetées doivent être issues du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées. 20% pour les fournitures de bureau. Pour le matériel informatique ou d'impression, mais aussi les consommables d'impression, 20% des achats doivent être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées, dont 20% issus du réemploi ou de la réutilisation. Ce sont les mêmes chiffres pour le mobilier de bureau. Alors là, si je peux ajouter quelque chose, c'est que nous, donc effectivement, on a une stratégie interministérielle pour tout ce qui est acquisition de papier. Et donc, nous achetons le papier au niveau de l'UGAP. D'accord. Donc, qui est la grosse centrale d'achat pour les acheteurs publics. Et là, j'ai fait la déclaration AGEC pour 2022. Et donc, l'ensemble, 100% du papier que nous achetons à l'UGAP est issu de papier recyclé. Donc, pour le coup, on est même au-dessus de la norme. Donc, mission accomplie sur le papier, en tout cas. Voilà, au moins sur le papier, on coche la case. Très bien. Simon Tancré, chez l'IRECO, comment avez-vous accueilli ces nouvelles contraintes et comment vous avez retravaillé votre offre pour adresser cette nouvelle donne des marchés publics ? Alors déjà, on a accueilli ça comme une opportunité d'engager tous les acteurs pour trouver des solutions concrètes aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux qu'on a tous face à nous. Chez l'IRECO, ça fait de nombreuses années qu'on est engagé dans une démarche qui a vocation à proposer une offre de produits vraiment qui sont respectueux, en tout cas maximum respectueux de l'environnement. En 2012, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, on a lancé
le logo arbre vert, qui avait vocation à identifier ou à aider nos interlocuteurs, les acheteurs notamment, à identifier les produits qui étaient considérés comme éco-responsables. On a pris la décision en 2022 de faire évoluer cette méthodologie et de s'inscrire dans une démarche beaucoup plus large qui intègre une vision de long terme. On a mis en place du coup les sélections responsables. On a 3 sélections responsables. Les sélections responsables autour de la planète, du bien-être au travail et de la communauté. Et dans cette démarche, on y intègre, bien évidemment, on va au-delà d'aller regarder les caractéristiques techniques du produit. On va venir interroger le comportement et la stratégie RSE du fournisseur, du fabricant. On va ensuite regarder l'emballage et on va aller jusqu'à du coup creuser autour du produit pour identifier typiquement sur la partie planète, est-ce qu'il intègre en effet des matériaux recyclés? Est-ce que c'est un produit issu d'une première main sur lequel on va travailler sur la seconde main, etc. Vous avez également mis en place une politique assez ambitieuse auprès de vos fournisseurs pour améliorer le référencement en produits plus écologiques ou plus responsables en tout cas. Bien évidemment, on travaille depuis de nombreuses années avec les fournisseurs et on considère que cette responsabilité, elle est collective. La nôtre en tant que distributeur, c'est bien évidemment d'accompagner l'ensemble des clients et des entités publiques pour identifier ces produits qui viennent répondre aux enjeux à la réglementation en vigueur, bien évidemment. Mais c'est également de travailler en proximité avec les fabricants pour permettre l'innovation et le référencement de produits qui répondent, encore une fois, à ces enjeux. Et là, nos fournisseurs fabricants doivent aussi pouvoir partager des informations, notamment sur la manière dont sont produits ces différents produits qu'on vient mettre sur le marché ensuite. Peut-être que tous les fournisseurs n'étaient pas encore totalement prêts pour faire preuve de toute cette transparence qui est demandée aujourd'hui. C'est un travail d'amélioration continue, vraiment dans la manière dont on vient sourcer les matières qu'on va utiliser dans la création, dans la fabrication des produits. Et donc, si on élargit un petit peu le sujet, on a aussi un enjeu majeur à adresser en tant qu'acteur sur le marché, c'est comment est-ce qu'on répond aux enjeux notamment de massification et de capacité qu'on va avoir sur le territoire national à récupérer l'ensemble des produits en fin de vie pour travailler justement à leur seconde vie notamment. On a mis en place chez Lyreco depuis quelques années un certain nombre de containers de reprise de produits en fin de vie. On travaille bien évidemment à s'assurer qu'ils soient recyclés dans les meilleures conditions. Si je prends l'exemple des 2 derniers containers qu'on a mis en place, l'avant-dernier autour des masques qu'on a mis en place dans la période Covid a permis la récupération de tonnes de masques derrière qu'on réutilise en termes de matière dans l'industrie. Le dernier en date sur le papier, la reprise du papier. On utilise ce papier pour en faire des boîtes d'archives qu'on remet ensuite sur le marché. J'en profite pour également expliquer qu'on veut aller plus loin dans cette démarche et notamment sur le mobilier de bureau. C'est notamment dans ce cadre-là qu'on est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Notre ambition sur ce projet, c'est bien de récupérer les 613 tonnes de mobilier qu'on aura livré dans le cadre de cet événement, de travailler à les démonter, à les centraliser pour derrière les remettre sur le marché. Et justement c'est une réponse concrète à la contrainte légale qui a été énoncée par la loi AGEC, en effet. C'est-à-dire ne plus seulement proposer des produits, mais aussi créer tout un environnement propice au réemploi et à la réutilisation. Exactement, en utilisant les capacités logistiques d'un acteur national comme Lyreco, par exemple. Ghislaine Demette, en tant qu'acheteuse, en quoi cette réglementation a-t-elle fait évoluer vos habitudes? Et justement, en parlant de fournisseurs, est-ce qu'ils étaient prêts aussi? En fait, les fournisseurs ne sont pas encore... s'ils ont la volonté de faire... De respecter la réglementation. Le souci, c'est qu'industriellement, ils ne sont pas encore armés. Et l'outil de production, souvent, n'est pas du tout adapté, effectivement, pour récupérer, pour refaire un nouvel produit, un nouveau bien avec le déchet. Donc, c'est vrai qu'il y a toute cette problématique de réindustrialisation aussi. Et là, on en a pas mal parlé ces derniers temps avec la loi Industrie verte. Donc, c'est vrai que c'est des choses qui sont des points bloquants. Et quand il y a les entreprises font des choses, il faut qu'elles le fassent savoir. C'est très important, surtout auprès des acheteurs publics, pour que lors du sourcing, on puisse capter ces nouvelles offres et qu'on puisse s'adapter pour pouvoir les acheter ensuite. D'autant plus que vous avez des problématiques de volume
et de standardisation, en tout cas au ministère des Armées. C'est ça. C'est que compte tenu de nos volumes très importants, parce que le ministère des Armées, c'est quand même 23 milliards d'investissements. Donc ça, c'est avec la DGA. Sans la DGA, donc c'est 7 milliards. On est le premier acheteur de l'État. Donc on a des volumes considérables. Et c'est vrai que les sociétés ne sont pas forcément structurées pour répondre à cette nouvelle demande. Et aussi, il faut qu'elles pensent forcément à se grouper pour pouvoir déjà commencer à faire une première offre qui puisse capter nos achats. Et la situation qu'on identifie sur le ministère des Armées, en effet, on l'identifie sur un certain nombre d'acteurs. C'est quelles solutions concrètes on peut trouver sur le marché pour venir, encore une fois, massifier et répondre à ces enjeux de volume qui sont en effet conséquents. Ghislaine, au quotidien, cette réglementation, elle a changé quelque chose dans votre processus d'achat ou c'est simplement des cases en plus à cocher dans un tableau ? Non, en fait, on est vraiment sur cette démarche. Là, dernièrement, nous avons publié notre 5e directive des achats responsables, justement pour rentrer dans une démarche d'achat responsable et justement prendre en compte l'ensemble du coût du cycle de vie du produit, dans lequel s'intègre effectivement la loi AGEC. Et on met en place des procédures. On met en place de la formation pour justement outiller les acheteurs pour qu'ils puissent déjà bien cartographier leurs achats, identifier effectivement les achats qui sont AGEC, ensuite faire du sourcing. Ça, c'est très important parce que nos acheteurs ne sont pas forcément aguerris au sourcing et aux nouveaux outils de sourcing. Donc, c'est pour ça que je dis aux sociétés, faites savoir quand vous avez des offres intéressantes. Et ensuite, aussi, il faut qu'on sache mobiliser tous les outils de la commande publique dont je vous parlais précédemment pour pouvoir faire des achats innovants, faire des marchés réservés, parce que c'est vrai que tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les acteurs aussi du handicap sont très présents aussi sur les segments d'achat de la loi AGEC. Donc il faut aussi que nous adaptions nos procédures pour pouvoir aussi faire des plus petits achats qui puissent aussi alimenter ce marché, donner une manne financière et les aider aussi à s'industrialiser pour ensuite répondre à des plus gros marchés. Pour faire partie d'un cercle vertueux. C'est ça, tout à fait. Il faut qu'on s'intègre. C'est très important que nous, malgré nos volumes, il faut qu'on arrive étape par étape à intégrer le marché, puis être aussi donneur. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on alimente. Donc nous, on a également un marché par lequel on va pouvoir reconditionner nos matériels bureautiques pour justement alimenter ce marché aussi. Puisqu'il y a aussi ce souci-là du marché qui n'est pas assez mature et pas en volume, qui n'est pas encore assez conséquent. Parce que les banques, je sais qu'il y a pas mal de banques aussi qui participent. Mais nous aussi, avec nos gros volumes, il faut aussi qu'on soit, qu'on participe. Donc le décret d'application est paru en 2021, mais c'est un travail de longue haleine sur les prochaines années. Tout à fait. Et c'est vrai, comme je vous disais, on passe des marchés de 4 ans, voire parfois des marchés de 7 ans quand il s'agit de marchés de défense ou de sécurité. Donc une fois que le marché est lancé, on ne peut pas le dénoncer au plein milieu. On est bloqué, on peut faire des avenants à la marge, mais on ne peut pas changer l'économie globale du marché. Donc c'est vrai que nous, il faut qu'on travaille sur le temps long, sur les stratégies, sur les marchés à venir. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant et c'est très important qu'on fasse de la veille technologique, qu'on travaille avec nos fournisseurs pour justement être prêts au moment où eux aussi seront prêts, quoi. Dans l'ensemble des critères d'évaluation, j'aimerais qu'on parle des labels et certifications. Simon, tout à l'heure, parlait du système de notation qu'ils ont mis en place chez l'IRECO. J'étais très intéressée. Voilà. Il y a aussi les écolabels, et il y a aussi une multitude de labels et certifications en France et en Europe. Quel rôle pour ces labels environnementaux dans vos grilles de notation ? Alors nous, on utilise ces labels effectivement pour soit élaborer des spécifications techniques. On peut effectivement faire des specs techniques en fonction de certains labels. On peut aussi faire des considérations au niveau des conditions d'exécution. On va également demander des labels ou équivalents, parce que comme je vous disais au début, on est obligé effectivement d'ouvrir notre commande publique au plus grand nombre. Donc on ne peut pas demander un label spécifiquement, on est obligé de dire ou équivalent. Donc si le fournisseur est en capacité de nous prouver que son offre respecte le cahier des charges du label que nous sollicitons, on est obligé de l'accepter également. Et donc ces labels-là nous servent vraiment pour challenger aussi, puisqu'on va mettre aussi des critères de sélection des offres en fonction de ces labels. Et en plus, certains labels ont différents niveaux. Donc on peut faire une grille de notation en fonction du niveau du label pour essayer de challenger, d'avoir l'offre la plus performante. Simon Dancré, chez l'IRECO, j'imagine que les labels sont aussi importants. Exactement.
Alors déjà, un point qui est important de préciser, c'est que l'ambition de l'IRECO, elle n'est pas de recréer un label sur des labels déjà existants. Il est bien de travailler en tant que distributeur à faciliter l'accès ou à donner une meilleure visibilité, une meilleure compréhension de ces produits qui permettent de répondre à ces enjeux environnementaux et sociétaux. Si je reviens sur la partie label, bien évidemment, on s'appuie sur un certain nombre de labels qui sont des labels extrêmement connus et reconnus sur le marché. On n'a pas vocation à réinventer des audits, là où un certain nombre qui d'organismes... sont déjà très exigeants. Exactement, là, et on vient s'appuyer tout simplement sur ces labels existants pour les intégrer dans une méthodologie qui permet de démontrer que telle ou telle référence, justement, rentre dans telle ou telle sélection. Typiquement, vous allez sur notre site internet, vous identifiez un produit qui est sélection responsable planète. Vous allez avoir le descriptif de l'ensemble des critères et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a identifié comme étant sélection planète, tout simplement, de manière extrêmement transparente et claire. Voilà. Donc, s'il y a un label, il est affiché. Si pas de label, mais niveau d'exigence équivalent, c'est précisé aussi. Exactement. Pour finir, cette nouvelle donne pour la commande publique peut-elle inciter le secteur privé à prendre des initiatives similaires ? Ghislaine Demette, vous êtes administratrice au sein de l'Observatoire des achats responsables. Quel mouvement voyez-vous chez vos confrères du privé ? Alors, le privé suit effectivement cette influence, puisque voilà, l'objectif de la commande publique, c'est toujours effectivement de promouvoir quelque chose et ensuite d'emmener avec nous le monde du privé. Donc c'est vrai qu'au sein de l'Obsar, on fait cette promotion des achats responsables et notamment effectivement on propose des groupes de travail pour échanger entre pairs sur cette problématique de la loi AGEC et du réemploi et pouvoir capter effectivement les bonnes pratiques des uns pour pouvoir ensuite faire émerger des idées concrètes aussi, que ce soit dans le privé ou dans le public. Chez l'IRECO, que constatez-vous chez vos clients ? Est-ce que leurs politiques RSE sont plus ou moins exigeantes que celles des achats publics ? Ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a une tendance de fond face à ces différentes problématiques et que la loi AGEC est un accélérateur important de la prise en considération de ces éléments dans le sourcing et dans le référencement, en tout cas dans les achats des acteurs du service privé, du secteur privé, pardon. On voit qu'on a des disparités assez importantes encore sur le marché. On a des acteurs, ou en tout cas des entreprises de taille très importante qui sont extrêmement structurées et qui viennent renforcer leur politique d'achat responsable dans une démarche qui va même encore plus loin parfois que la loi AGEC. Là où sur un secteur plutôt ETI, PME, on voit que c'est encore assez disparate. Ça dépend vraiment de la direction qui est donnée par l'équipe dirigeante. Maintenant, on observe une vraie tendance de fond qui nous encourage vraiment à continuer à poursuivre, à accompagner. Et c'est bien notre rôle en tant que distributeur de trouver des solutions qui permettent aussi de faire prendre conscience qu'on a des solutions alternatives qui répondent à ces enjeux, soit réglementaires, mais plus largement des enjeux qu'on a face à nous au niveau de la société. Et clairement, c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs publics, avec nos critères de sélection que l'on doit maintenant, parce que d'ici 2026, ce sera la fin du critère unique du prix. Donc on est vraiment incité, on le fait déjà nous, au ministère des Armées, à faire des critères environnementaux. Donc c'est vrai que si les entreprises sont très performantes sur un domaine, elles pourront le mettre en avant et pouvoir avoir des bonnes notations, notamment sur ce critère environnemental. On peut imaginer que les quotas actuellement établis par l'article 58 de la loi AGEC seront amenés à évoluer, ou en tout cas les catégories de produits élargies. De toute façon, c'est tout à fait ça en fait. C'est en augmentant les proportions et en ayant encore plus de produits et de segments d'achat qui vont être concernés par la loi AGEC. Donc ça va aller en s'intensifiant et pas le contraire. Donc voilà. Et puis après, il y a tout un panel de réglementations associées. Je pense à la lutte contre la déforestation importée, par exemple. Nous, on est vous parliez de la traçabilité. On est très attentif à tout ça également. Et ça va être de plus en plus contraignant, que ce soit pour nous que pour les acteurs du privé. Donc il faut qu'on se mette en ordre de marche. Et c'est vrai que la loi AGEC, c'est un bon début. Et finalement, c'est ambitieux, mais c'est pas si ambitieux que ça, vu ce qui nous attend. Ghislaine Demette, Simon Tancré, merci pour vos témoignages qui montrent combien la commande publique peut être une locomotive dans le développement de stratégies d'achat éco-responsables, même s'il semble évident qu'il reste beaucoup à faire pour le déploiement de cette offre dans tous les types d'échanges interprofessionnels. Un résumé de cette émission sera disponible dans le numéro de septembre 2023 du Papetier de France.
Le 3e épisode de notre série de podcasts abordera les produits verts et la manière dont ils s'imposent ou non dans les circuits de distribution B2B et B2C. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était La Distribution passe au vert, le podcast du Papetier de France, le magazine des papetiers, fournituristes, grands magasins et grandes surfaces. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.